Bienvenue pour cette dernière session de talk. Jusqu'à présent, nous avons vu comment les équipes Dev et Ops, voire même UX et Ops s'organisaient, mais ces équipes faisaient toujours partie de la même entreprise. Pourtant, j'ai fait des recherches. Et selon une étude de KPMG, 70% des DSI françaises font appel à de la sous-traitance. Ludovic Piot, de SWAT, va maintenant nous expliquer la manière dont il gère une relation contractuelle entre une équipe de dev côté client et une équipe Ops côté infogérant. Merci de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Quelle salle! Je ne sais pas si vous avez vu ce midi, il y avait des rediffusions de vidéos des talks de l'année dernière. Et l'année dernière, Maziar, qui était ici là, pendant la table ronde de ce matin, avait fait un talk avec son collègue Gilles sur le fait qu'ils avaient réinternalisé leurs compétences DevOps et qu'ils avaient viré leur infogérant. Je vais vous parler de cet infogérant. Bonjour, je suis Ludovic Piot. Alors, comme vous avez pu le comprendre, je ne fais plus partie de l'infogérant en question, puisque maintenant je fais partie de la société SOAT, qui fait du développement de l'agile et maintenant du DevOps, avec mon arrivée essentiellement. Je fais du DevOps depuis 2003, le terme a été inventé en 2007, ce qui fait que je suis un DevOps vieux. L'infogérance, c'est un métier ingrat. Quand on est un client et qu'on échange un chèque contre la garantie de ne plus avoir à s'occuper de sa production, c'est un sujet. Bonjour monsieur l'infogérant, voici 200 € par mois, je vous laisse les clés de ma production et avec elles, je vous laisse la responsabilité de la qualité technique de ma plateforme. Évidemment, c'est une lourde responsabilité pour l'infogérant. Dans les faits, opérationnellement, ça veut dire que l'attente du client, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, il a envie d'avoir une équipe très clairement identifiée, hein, il connaît les Ops par leur prénom, ou les DevOps par leur prénom, d'accord ? Évidemment, c'est une équipe qui travaille 24/7, plutôt sur ses sujets à lui, hein, on ne va pas se mentir, d'accord ? Et évidemment, le client arrive avec sa stack technologique, avec ses attentes, ses choix technologiques, et il s'attend évidemment à ce que l'équipe d'Ops qui lui est dédiée maîtrise de bout en bout sa stack technologique. C'est assez légitime comme attente, d'accord ? Autrement dit, ce que le client veut, c'est que pour on va dire, mettons pour 1 000 € par mois, ok, il souhaite avoir 3 ingés SRE top moumoute, d'accord, et ne plus entendre parler de sa prod, dormir sur ses 2 oreilles. La réalité de ce que c'est offrir l'infogérant, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que, ok, ça va bien à la cible, ça y va avec une certaine efficacité, mais très clairement, on reste quand même sur des rails. C'est-à-dire qu'évidemment, pour des raisons de modèle économique essentiellement, l'infogérant, il n'a pas un client, il a un portefeuille de clients qui se compte plutôt par centaines, et chacun de ces clients individuellement présente les mêmes attentes, les mêmes ambitions, d'accord ? Souhaite être le client qui compte. Accessoirement, chacun de ces centaines de clients arrive avec sa stack technologique, avec ses exotismes, avec ses choses plus standards, etc. Évidemment, d'un point de vue purement opérationnel, il est très compliqué de fournir à chacun de ses clients une équipe très clairement identifiée de 3-4 ingés, d'accord, qui vont chacune de ces équipes être complètement pertinentes sur l'ensemble de la stack technique proposée par le client. Donc, pour conserver une certaine maîtrise sur ce qu'il a à faire tourner, l'infogérant va avoir une espèce de tendance naturelle et défensive qui consiste à contraindre son client dans un périmètre technologique dont il a la maîtrise. Okay ? Je sais faire du LAMP, je sais faire de l'Apache MySQL PHP, je reste là-dedans. D'accord ? Enfin, et je rejoins Damien Paco, que vous avez vu tout à l'heure sur les aspects astreintes, évidemment, faire tourner du 24/7, 365 jours par an pendant des années, on ne fait pas porter ça sur 3 mecs. On fait porter ça sur la plus grande équipe possible, de façon à limiter la pression, limiter le stress, limiter les contraintes personnelles et organisationnelles, etc., etc. On se rend compte qu'au bout de quelques mois de cette relation, les attentes, elles sont revues à la baisse, on va dire, hein, très clairement, et il y a une certaine forme de frustration. D'accord ? La frustration, elle passe par un certain nombre de résultats qui sont une difficulté à collaborer,
une perte très claire de confiance, parfois des difficultés à payer, c'est-à-dire des difficultés à payer pour le client, à payer son fournisseur, d'accord. Et quand le client est suffisamment mature pour savoir faire du DevOps en solo, bah c'est la rupture. Côté infogérant, on ne vit pas ça très bien non plus. Parce que, évidemment, on s'est investi. Enfin, a priori, quand on prend un client, quand on embarque un client, c'est qu'on a envie de faire tourner sa prod, non seulement pour gagner du pognon, ne nous voilons pas la face, mais aussi parce que c'est un projet intéressant, parce que c'est un projet ambitieux, parce que ça nous permet d'aller plus loin, etc., etc. Et donc, en fait, cette frustration, elle est des deux côtés. Côté infogérant, finalement, l'essentiel de la frustration, c'est quand même de ne pas avoir réussi à faire comprendre ou faire digérer aux clients les contraintes qu'en tant qu'infogérant on embarque, d'accord, et qui sont plus ou moins inévitables. Alors, il était quand même largement temps, quand je suis entré dans cette société, chez cet infogérant, il était largement temps de changer de modèle. C'est-à-dire, ok, on embarque tous dans le même véhicule, pas de problème, mais on souhaite qu'il soit un tout petit peu plus sexy que le TGV, et surtout, on veut que le véhicule il soit autonome, c'est-à-dire qu'on puisse prendre l'itinéraire qu'on veut, collégialement, d'accord, c'est l'ensemble des passagers qui décident de l'itinéraire, mais on veut que ce véhicule, il ne soit pas asservi à un autre train de véhicule. Et vous remarquerez que ça, c'est quand même un petit peu plus sexy qu'un TGV. J'ai presque la même. Perte de confiance, difficulté à collaborer, tout ça, normalement, on commence à être à la fin de la journée de conférence DevOps, ça devrait être une petite musique qui vous parle, quoi, qui vous chatouille. Effectivement, il était temps quand même pour les devs et leurs fournisseurs Ops, infogérants, de poser le crayon et de se réconcilier finalement sur le seul objectif qui vaille, qui est de fournir la meilleure qualité de produit à l'utilisateur final. Et le produit en question, c'est quand même un produit qu'ils co-gèrent, que l'infogérant et le client co-gèrent, d'accord, à destination des clients finaux. Autrement dit, il était temps de faire du DevOps. Alors souvent dans les talks DevOps, et aujourd'hui je n'ai pas suivi tous les talks parce qu'en tant que speaker j'étais un peu dans les coulisses, mais en tout cas l'année dernière, un sujet qui était récurrent, c'était de dire pour que les devs et les ops se réconcilient, ils n'ont qu'à aller discuter à la machine à café. Alors ouais, super, ça marche, mais quand on est client et fournisseur, on n'est pas dans la même société, la machine à café, évidemment, on ne la partage pas, et au-delà de ça, et au-delà des aspects de scission culturelle qu'il peut y avoir ou d'incompréhension culturelle, il y a surtout un cadre commercial et éventuellement juridique qui s'applique. Ce sont autant de frontières qu'il faut lever. Tout à l'heure, pendant le talk d'Estelle et François, vous aviez la gif avec le mur de briques. Okay, là, des murs de briques, ils existent, mais en plus, il y a éventuellement des aspects financiers derrière et des aspects juridiques, du cadre légal et en particulier sur les questions de la responsabilité. On va revenir dessus beaucoup. Ce que j'ai proposé de faire à ce moment-là, après cet échec avec Radio France, c'était de renverser le modèle en toute humilité. C'est-à-dire commencer par exposer au client ce qu'on sait vraiment faire. Ok, ça on sait le faire, donc ça on sait vous le garantir et on ne va pas aller au-delà. On va arrêter de vous bullshiter au niveau commercial ou à tenter de s'aligner avec vos attentes. On va vous dire très clairement ce qu'on sait faire et on va s'arrêter là. D'accord ? À côté de ça, évidemment, puisqu'on réduit finalement notre périmètre, notre efficacité par rapport aux attentes du client, ce qu'on lui indique aussi, c'est que comme on ne sait pas tout faire, on vous laisse plus de liberté. À vous, clients, on vous laisse plus de liberté. Donc vous regagnez en souplesse. Vous êtes moins contraint par un cadre qu'on vous impose en vous faisant croire qu'on sait tout faire. On va revenir dessus sur cette question de souplesse. Évidemment, regagner de la souplesse de la part du client, c'est-à-dire, par exemple, faire un certain nombre d'activités en production, ça veut donc dire qu'il y a une notion de co-responsabilité qui s'établit inévitablement. On ne peut pas à la fois être infogérant, être le seul responsable en production et avoir à côté un client qui vient mettre les mains dessus. Donc en fait, la souplesse, elle se regagne côté client en dealant une forme de co-responsabilité. Et le premier objectif, finalement, de ce modèle, de ce nouveau modèle, c'était de rétablir la confiance et la collaboration. Alors pour ça, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue tips, qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé par s'inscrire l'infogérant a commencé par s'inscrire dans le cycle projet du client, c'est-à-dire partager les rituels du client, en particulier les rituels agiles quand le client est en mode agile, partager aussi la backlog commune. Là encore, je rejoins François et Estelle qui disaient tout à l'heure, partageons une roadmap commune.
Donc très clairement, les activités d'Ops étaient très clairement stipulées au sein de la backlog globale du projet. Pour ça, et pour faire preuve de transparence et rétablir la confiance avec le client, avec l'équipe de dev, on s'inscrit dans leurs outils. On utilise leurs outils de communication pour communiquer avec eux et pour communiquer entre nous. On utilise leur outil de gestion projet, etc. Évidemment, comme on partage la même roadmap, comme on partage la même backlog, ça veut dire qu'on partage les choix technologiques. Lors du sprint planning, lorsqu'on choisit d'embarquer du Kafka, on le fait collégialement, les devs, les ops. Évidemment, pendant ce sprint planning, il peut y avoir des deals, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir du challenge, d'accord ? Mais à la fin du sprint planning, on est aligné pour choisir d'embarquer cette technologie et les sujets inévitables que ça pose en termes d'implémentation, etc. Au niveau du modèle commercial, bien entendu, on n'est plus sur un espèce de gros forfait à la louche, d'accord, mais on est sur quelque chose qui calque beaucoup plus le rythme du projet à travers un modèle commercial où on vend du sprint, d'accord, assez traditionnel, comme ce que les prestataires de dev font. Pour incarner et matérialiser tout ça, évidemment, il faut travailler, il faut collaborer sur un terreau commun, sur des assets communs. Le code, ça a un gros avantage, c'est que ça se partage, ça se lit, ça se commente, ça se challenge, ça se valide. Donc, c'est un super matériau pour pouvoir collaborer dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'essentiel des activités d'Ops, et en particulier toutes les activités de déploiement, de provisioning d'environnement, etc., on les a transformées sous forme programmatique, l'infra as code, autrement dit. D'accord ? Ce qu'on a fait, encore une fois, pour des raisons de transparence et pour que le client regagne en souplesse, c'est qu'on a partagé ce code-là dans une codebase commune. Et commune non seulement à la lecture, mais aussi à l'écriture. Autrement dit, le dev a capacité à venir modifier, altérer des configurations de base de données, y compris en prod, enfin y compris sur la codebase qui va déclencher la configuration de la prod. D'accord ? C'est une souplesse qu'on connaissait jusqu'à présent pas. Par contre, pour contrebalancer ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des git flow de validation croisée entre les devs et les ops. C'est-à-dire que toute évolution proposée par le dev était systématiquement validée par l'ops. Alors, suivez-moi bien. On parle de la codebase, de la partie de code partagée, c'est-à-dire de la partie de code qui concerne l'infrastructure, les middleware, les bases de données, la configuration de l'OS, etc. On ne parle évidemment pas du code applicatif qui reste à la seule disposition des devs, bien entendu. Évidemment, tout ça est orchestré et automatisé à travers des pipelines dans une chaîne de CI/CD. Encore une fois, on s'inscrit dans les outils du client s'il en propose, sinon on lui en propose évidemment, mais on s'inscrit dans les outils du client de façon à ce que tout ça soit complètement naturel pour le client. On s'inscrit vraiment dans son projet. Donc on utilise sa Software Factory. La question de la responsabilité reste une question essentielle, parce que, évidemment, la question de la responsabilité est le sous-jacent du contrat commercial et juridique. Donc cette question, elle est structurante. Pour établir ça correctement, et pour l'établir de façon assez définie, on s'est basé sur les modèles proposés par les fournisseurs de cloud publics, et essentiellement les GAFAM, qui proposent ces trois modèles. Si vous regardez bien, donc, pour tout un tas de couches de la stack technique verticale qui représente tout projet applicatif, d'accord, vous avez des choses qui sont relativement identifiées. Là où on a des couleurs, enfin là où on a des cases multicolores, c'est qu'il y a de la souplesse. C'est-à-dire qu'on a plusieurs équipes qui peuvent travailler sur ces couches-là, d'accord. Plus les développeurs, donc plus les cases vertes s'étendent, d'accord, et plus le client, le développeur, a de la souplesse. Le modèle qui montre le plus de souplesse, vous le voyez bien, c'est le CAS, d'accord? Et donc, c'est le modèle qu'on a proposé. Ce qui fait que toutes les parties infrastructurelles sont de la responsabilité de l'Ops, même si éventuellement il y a des évolutions qui peuvent être proposées par les devs, d'accord? Encore une fois, en cross-validation. La cross-validation, ça a aussi un avantage, c'est que ça embarque culturellement cette notion de co-responsabilité. À partir du moment où le dev propose une évolution sur la prod, il se sent plus responsable que si ce n'est pas lui qui le faisait. À partir du moment où l'Ops valide cette évolution, il se sent responsable de l'évolution du dev puisqu'il l'a validée. Donc on est dans cet aspect de co-responsabilité. Maintenant, pour les cases qui sont multicolores, il reste quand même à déterminer qui est responsable de quelle action sur ces cases multicolores qui sont donc un terrain de jeu commun. Pour ça, en fait, on s'est appuyé sur l'héritage Docker. L'héritage Docker, il permet une chose
c'est que le développeur qui veut embarquer donc sa nouvelle technologie, mettons Kafka, d'accord, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il vient chercher une image Kafka sur le Docker Hub public. Ok, il prend celui de Wurstmeister, le roi de la saucisse à Düsseldorf, qui est l'image standard la plus poulée, d'accord, et il commence son développement, pas de problème. Étant donné qu'on est sur de la code base partagée, d'accord, il y a un certain nombre de triggers, il y a un certain nombre de déclenchements de notifications qui peuvent être faits à destination des ops. Les ops sont donc alertés qu'une nouvelle technologie est embarquée dans la code base. À partir de ce moment-là, ils peuvent déclencher en parallèle un effort qui va constituer à produire une image prod-ready, d'accord, qui va correspondre à l'image publique, parce que l'image publique, elle, en termes de DevSecOps, elle n'est pas au niveau. On ne sait pas d'où elle vient réellement, on ne sait pas à quel point elle est maintenue, on ne sait pas quel est son niveau de durcissement en sécurité, elle n'est pas accastillée pour pouvoir faire de la métrologie ou de l'exploitation dessus, etc. Donc, pendant que le dev, avec son image publique, commence à développer ses fonctionnalités applicatives au-dessus de ce nouveau socle technique, d'accord, l'Ops, lui, par contre, il peut monter en compétence, proposer une image durcie qui sera prod-ready. À la fin de ces deux efforts en parallèle, évidemment, on produit un asset commun qui est un rebase de l'image du dev sur le socle proposé par l'Ops. Cadeau bonus, cette image proposée par l'Ops, évidemment, elle rejoint le catalogue proposé par l'Ops à tous ses devs, c'est-à-dire à tous ses clients. Et le catalogue s'enrichit comme ça de façon bonifiée. Vous voyez que même sur un terreau commun, puisque à la fin, ici, on a un asset qui est complètement produit de façon collégiale, on sait systématiquement déterminer qui a produit quoi. Et donc, on sait tracer éventuellement une responsabilité en cas de problème. Enfin, il reste à établir contractuellement tout ça, c'est-à-dire à établir un cadre contractuel, commercial, sur ces sujets-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu la façon dont on contractualisait avec nos clients. Et pour ça, en fait, on a établi un document qu'on a appelé la convention de service spécifique, qui consiste à décrire l'état opérationnel de notre collaboration avec le client, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous raconter. On utilise tels outils de collaboration, on partage tel code base, telles équipes ont les droits en lecture et écriture, telles équipes ont les droits en lecture et écriture, on fait systématiquement des cross-validations de telle et telle façon, etc., etc. On décrit tout ça. D'accord ? On décrit aussi dans ce même document, et donc, évidemment, cette description opérationnelle, évidemment, elle conduit à un niveau de qualité de service garanti, on va dire. En plus de ça, on décrit une cible, un objectif, c'est-à-dire l'ambition affichée par le client et l'ambition, on va dire, entérinée par le fournisseur, par l'infogérant. D'accord ? Cette ambition, elle n'est évidemment pas atteinte, mais par contre, ce qu'on décrit aussi dans le document, c'est la backlog nécessaire pour atteindre cette ambition. D'accord ? Et donc, à tout moment, dans ce document, ce qu'on a, c'est les états d'arbitrage, finalement, qui conduisent l'état des lieux à être à un instant T dans tel état, versus la cible qu'on souhaite collégialement atteindre, mais à laquelle on n'est pas encore. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Évidemment, ce document, comme il décrit un instant T, enfin un état à un instant T, ça veut donc dire qu'il faut qu'il soit révisé à chaque évolution majeure du process ou des technologies mises en œuvre, d'accord ? Donc il y a une gouvernance de mise à jour de ce document tous les mois ou tous les 2 mois selon le rythme des projets. Ce modèle-là, on l'a implémenté sur différents projets à forte visibilité, des projets audiovisuels internationaux, donc de chaînes de télé, des projets de sites web de médias nationaux, de médias presse nationaux, et globalement, quand le client est suffisamment mature pour entendre ce type de modèle, ça a conduit à des succès. On a eu quelques jetons avec des clients immatures, mais ça a conduit globalement à des succès. Ce qui fait que je conclus ce talk avec mon motto préféré, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Je vous remercie. Ben, merci pour cette présentation. On a le temps pour une question. Voilà. Donc, la question la plus votée, qui n'était pas une blague. Bon, voilà. Quels sont les KPI, donc indicateurs clefs, d'un contrat entre Dev et Ops ? Alors, il y a plein de KPI. On pourra les détailler, si vous voulez, dans la question-réponse en salle 3, si vous voulez, juste après. Globalement, en fait, il y a 2 types de KPI. Il y a des KPI de vélocité et de qualité générale de delivery, donc des KPI projets assez traditionnels de delivery. Grosso modo, on sait livrer tant de features, etc., en tant de temps ou en temps de sprint.
Et puis, à côté de ça, il y a toutes les KPI traditionnelles d'incidentologie, c'est-à-dire on a tant d'incidents critiques sur la prod, des interruptions de service qui ont duré tant de temps, des temps de rétablissement de service qui ont duré tant de temps, des temps de rétablissement d'un service dégradé en tant de temps, etc., etc. Donc en fait, on est sur des KPI assez traditionnels du monde du dev et du monde de la prod. D'accord ? Le truc, c'est que ces KPI, ils sont embarqués collégialement par les deux équipes. C'est surtout ça la différence. D'accord, ben, à continuer dans la salle 3. Merci pour cette présentation et merci d'être venu. Merci beaucoup pour votre invitation.